Donc on va faire cet exposé en deux parties. Une première partie qui va être toute une série de connaissances sur la forêt. Et la deuxième partie, ça va être plus une réflexion et voir ce que l'on peut essayer de faire pour éviter qu'un incendie, une telle catastrophe revienne. Donc, voici quelques dates clés sur ce massif. Donc, il a été impacté par un certain nombre de catastrophes pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier après, entre 47 et 49, il y a eu de nombreux incendies. Plus de 150 000 hectares ont brûlé. L'incendie le plus connu est celui de 49, avec 52 000 hectares brûlés et 82 morts. Il y a eu d'autres accidents dans cette forêt. Là, beaucoup vont s'en rappeler qu'en 1986, il y a eu des dégâts avec les gels, avec une erreur de la gestion de la diversité génétique qui a fait quand même 30 000 hectares détruits au minimum. En 1999, on a eu un ouragan avec 32 millions de mètres cubes de pas maritimes mis par terre. De nouveau, 10 ans plus tard, même catastrophe, et là on a été plus impacté ici avec 37 millions de mètres cubes de pas maritimes mis par terre. Et cette année, nous avons eu 30 000 hectares rien que pour la Gironde. C'est la Gironde qui a été le plus touchée du fait d'une densité de population plus importante que les Landes. Après ça, il y a d'autres problèmes sérieux sur ce massif, avec des problèmes pathologiques récurrents et une menace terrible avec un hématode qui un jour va nous arriver. Donc c'est une forêt qui a des atouts extrêmement forts, il y a une puissante industrie forestière, il y a un usage très intensif de cette forêt, mais elle a des fragilités. Et donc il va falloir réfléchir sur ces fragilités pour préparer cet avenir. Donc, je vais commencer par quelques définitions de base pour aller pour mieux comprendre la forêt. Donc on va surtout essayer de comprendre ce qu'est une forêt, comment fonctionne une forêt. Alors, la première définition, c'est l'écosystème, la biodiversité. La biodiversité à 3 niveaux: les écosystèmes, c'est-à-dire les paysages, les espèces et la diversité génétique. Donc ici, on est en zone méditerranéenne, on est tout près de Marseille, et on est dans le massif de la Sainte-Baume, et là on voit différents écosystèmes. Donc en haut, on voit une lande rase méditerranéenne. Après ça, on a des falaises avec une végétation et des oiseaux très particuliers. Ensuite, on a une haie très particulière, pas aussi particulière que celle du Ciron, parce que là, celle du Ciron est vraiment hors norme. Après ça, devant, on a une chênaie. Après ça, on a des champs avec une biodiversité importante dans ces champs-là, parce qu'on a des espèces, des moissons, qui sont ce qu'on appelle les messicoles. Puis après ça, on a une friche méditerranéenne devant. Deuxième niveau de la diversité, donc écosystème, maintenant espèces. Donc ici, vous avez différentes espèces qui sont en photo. Vous avez le hêtre, le pin maritime, l'if, le chêne Cécile, le tilleul à petite feuille, l'érable. Donc ça inclut évidemment les espèces animales, les champignons, etc. Ce niveau-là. Et enfin, un troisième niveau qui est la diversité génétique, qui est souvent oubliée, malheureusement. Alors, je suis très sensible au problème étant généticien, mais ici, vous avez des photos qui vont vous illustrer ces deux aspects de la diversité génétique. Donc, au printemps, les arbres vont débourrer, et cette date de débourrement varie. Alors, à gauche, on est dans la forêt d'Irati, donc vous avez des hêtres, des sapins, et vous avez des hêtres qui ont déjà beaucoup de feuilles, et des hêtres qui sont dormants. Et ces différences de phénologie, c'est génétique. Donc là, ça vous illustre cette différence. Et donc ça, c'est des mécanismes pour éviter les maladies. Donc, et n'ayant pas la même date de débourrement, on ne partage pas les mêmes pathogènes, donc on évite les épidémies. À droite, là, c'est une plantation de chêne Cécile, et vous avez des populations différentes dans ce test. À droite, c'est la forêt de Fontainebleau qui a été plantée là, et à gauche, c'est Nagy-Batany, qui est une population hongroise et très précoce. Donc, si vous voulez, il y a à peu près 1 mois d'écart entre les deux provenances au moment de l'apparition des feuilles.
Et donc là, c'est des adaptations plus au climat, et notamment, on a intérêt d'être précoce pour faire son cycle avant qu'il fasse sec l'été, et on a intérêt d'être tardif pour éviter les gelées tardives de printemps. Donc, si vous voulez, c'est un équilibre entre les deux. Donc, ces deux photos vous illustrent la diversité génétique, dans un cas à l'intérieur d'une population, et dans l'autre cas, entre différentes populations. Alors, maintenant, on va définir ce que c'est qu'une forêt, parce que c'est le thème de ce soir. Donc, la définition d'une forêt est très, très variable selon les cultures, les latitudes, les usages. Même en France, on a différentes définitions de la forêt. Donc, j'ai retenu qu'une seule, parce que sinon on pourrait passer toute la soirée, qui est celle de l'IGN, Institut géographique national. C'est un territoire occupant une superficie d'au moins 50 arts, avec des arbres capables d'atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres, à maturité in situ. Un couvert arboré de plus de 10% et une largeur d'au moins 20 mètres. Donc, c'est quand même très très lâche, et donc ça englobe aussi bien les maquis méditerranéens que la pinède landaise. Donc, quelque chose de très large. Alors, actuellement, la forêt couvre 45 millions de kilomètres carrés sur la Terre, et c'est 35% des terres émergées. Ces forêts sont extrêmement importantes en termes de biodiversité parce qu'elles hébergent 80% de la biodiversité terrestre, donc 35% de la surface et 80% de la biodiversité terrestre. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très important en termes de biodiversité. 500 millions d'hommes vivent en permanence dans la forêt. Donc une grande part de l'humanité est complètement dépendante de la forêt. Et nous, par exemple, en habitant à Landiras, on n'est pas considéré habitant dans une forêt, on habite dans un village. Donc, si vous voulez, c'est vraiment des gens qui vivent en permanence dans la forêt. Il faut savoir que depuis le XXe siècle, 50% de la surface forestière de la planète ont été détruites. Les forêts les plus menacées, ce sont les forêts à la fois tropicales et boréales. Donc, maintenant, on va aller voir de plus près le massif landais, et on va essayer de comprendre un peu l'histoire de cette végétation. Donc ici, on a une carte de la végétation de l'Europe pendant la période glaciaire, donc entre 22 000 et 14 000 ans avant notre ère, et vous voyez que la région était couverte par des steppes sèches. Alors si vous voulez, dans la région, pendant la période glaciaire, entre les Hémiens et la période chaude actuelle, on a une alternance entre des différents types de steppes et des fois même un peu de toundra dans certains coins de la région. Le climat se réchauffe il y a 13 000 ans, et donc là on voit que la région est devenue verte parce qu'une forêt caducifoliée à base de chênes principalement s'est installée, donc on verra ça un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, on voit la carte actuelle de la végétation potentielle en Europe. La majorité de l'Europe serait couverte par une forêt, et nous serions dans une forêt de feuillus et de tempérés. Alors, ici, on va regarder de plus près la remontée des chênes. Donc là, c'est un travail qui a été fait par un Britannique, Burke, et les zones en vert, c'est les zones où on détecte du pollen de chêne, donc où on peut soupçonner la présence forte de chêne. Et donc, dans la carte en haut, à droite, 12 000 ans avant Jésus-Christ, on voit que les chênes sont présents dans le sud de l'Espagne, dans le sud de l'Italie, la Grèce, et puis là on ne voit pas, mais il y a aussi la Turquie. Le climat, c'est le début du réchauffement climatique, et il y a 10 000 ans, les chênes arrivent dans notre région. Il y a 6 000 ans, on voit que les chênes sont fortement présents, et il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, ils sont toujours très très présents. Donc on voit que les chênes sont arrivés entre 6 000 et 8 000 ans dans notre région.
Alors ici, on a un graphique qui donne la surface de la forêt en France. Donc à gauche, on voit là, en axe des Y le nombre de millions d'hectares que l'on a de forêt en France. Donc si vous voulez, il y a 10 000 ans, il y a 13 000 ans, c'est le début de l'arrivée des forêts en France, on en a un petit peu, et on voit que ça arrive par différentes vagues, et avec une augmentation très forte entre 8000 et 7500 ans avant notre ère, et on arrive à un maximum vers 6500 ans. Et on voit que la forêt commence à régresser avant que l'homme impacte vraiment fortement la forêt. Donc il y a certains processus naturels qui font que la forêt a régressé. Et rapidement, l'homme va intervenir et va provoquer un défrichement intense de la France. Il va y avoir une remontée de la présence de la forêt au moment de la peste noire, et on va arriver à un minimum au XVIIIe siècle, et depuis la révolution industrielle, on a une augmentation de la surface forestière. Alors maintenant, on va aller dans un cas beaucoup plus local. Donc j'ai pris un exemple d'étude des pollens et qui a été fait au Tuzan, donc sur la commune juste à côté d'ici. Donc là, on voit des prélèvements de pollen, et après ça, une analyse au microscope de ces pollens au Tuzan. Et donc, sur cette diapositive, on va voir très résumé et rapidement l'historique de la forêt au niveau du Tuzan. Il y a 11 000 ans, c'est l'arrivée des premiers arbres, des espèces dites pionnières, on reviendra là-dessus, comme les saules, les bouleaux. Entre 9700 et 3900 ans, on a une forêt de chênes, d'ormes, de tilleuls, de frênes, il y a du hêtre, il y a du pin aussi, mais ce n'est pas notre pin maritime, c'est le pin sylvestre. Notre pin maritime est arrivé beaucoup plus tard. L'homme est très vite présent dans la forêt. Il y a à peu près entre 5500 et 6000 ans, on voit que la flore forestière commence à être modifiée par l'homme. Donc si vous voulez, il y a 6000 ans, l'homme commence à modifier déjà la forêt. Il y a 6000 ans à 6500 ans, il y a une importante pinède qui va être remplacée par une chênaie riche en différents arbres, et ce sont des arbres qui exigent de la lumière. Donc on pense qu'il y a eu un moment où, après cette grande pinède de pin sylvestre, il y a eu une phase avec pas mal de clairières. Vers 3500 ans avant Jésus-Christ, on a une occupation en permanence du plateau landais par l'homme, et là, on assiste au début du déboisement. Et ce déboisement, ce processus va continuer jusqu'au Moyen-Âge. À partir de 600 ans avant Jésus-Christ, on voit au Tuzan une intensification des activités humaines, une disparition de la forêt dans certains secteurs, et même le début de l'apparition des landes. Donc les landes, c'est vraiment lié à un processus de dégradation de la forêt et à l'élimination de la forêt par l'homme. Et c'est quelque chose dans l'histoire de la forêt assez récent, parce que ça remonte à 600 ans avant Jésus-Christ. Donc on va arriver jusqu'au Moyen-Âge avec une déforestation, une pression très très forte de l'homme, et puis arrive le 19e siècle, où là on a un phénomène complètement inverse, avec une plantation massive du pin maritime. Alors les reboisements commençaient avant le 19e siècle, mais vraiment la plantation massive, c'est le 19e siècle. Alors si on regarde une carte du 18e siècle, donc ici c'est les cartes de Pierre Belen, qui était un géographe qui a cartographié toute la région, il a fait des cartes absolument magnifiques. On voit que l'Andiras est dans une situation assez particulière, parce qu'il y a une forêt au sud de l'Andiras. Quand on va plus vers l'ouest, là on arrive dans la Grande Lande, où il n'y a plus un seul arbre, et si vous êtes dans la vallée de la Leyre, là il n'y a vraiment plus rien du tout. Et vous avez une surprise, c'est que plus au sud de l'Andiras, vers Balizac, Villandreau, etc., commence une très grande forêt, et il s'est maintenu une grande forêt dans la vallée du Ciron, qui faisait à peu près 50 000 hectares.
Donc vous voyez, il y avait un grand massif forestier qui s'est maintenu en permanence. Donc on est à une situation assez particulière. Alors si on prend la carte IGN de 2022, on regarde l'Andiras, et ben on est au milieu de la forêt. C'est ce que rappelait votre maire il y a quelques minutes. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet. On va regarder beaucoup plus comment fonctionnent les forêts. On va un peu voyager, vous allez voir. On va aller voir d'autres forêts pour mieux comprendre notre forêt. Donc la première notion, c'est la notion d'auto-écologie. Donc c'est les exigences d'une espèce. Donc si vous voulez, une espèce pour être présente à des exigences de climat et de sol. Alors ici, c'est ce qui s'appelle un écogramme. Donc si sur cet axe-là, on a un axe de richesse du sol. Ici, on a les sols très très acides et ici les sols très riches et basiques. Ici, on a les sols inondés en permanence et ici les sols très secs. Par exemple, c'est les garrigues méditerranéennes ici. Et ici, c'est des zones inondées. Si vous voulez, quand on prend l'axe des X avec cette barre qui part du rouge vers le bleu, à gauche, on est dans des sols très acides et à droite, les sols calcaires très riches. Et sur l'axe des Y, donc vers le haut, donc quand on est en bas, on est dans le bleu, on est dans les zones inondées en permanence, et en haut, dans les zones très sèches, et là, donc c'est le jaune. Et ici, on a l'écogramme du chêne pédonculé, où on voit qu'il a l'optimum écologique en bleu sombre dans les zones bien alimentées en eau, des zones acides à neutres. Or il est capable de coloniser tous les milieux, sauf les milieux très très secs comme les garrigues et les milieux inondés en permanence. À droite, j'ai mis le même graphique pour un autre chêne local qui est vraiment une originalité de la région, qui est le chêne. Lui, c'est un chêne qu'on va trouver dans les milieux très secs, très acides. Par exemple, dans les landes sèches, on reviendra là-dessus, on va le rencontrer. C'est le chêne tausin, c'est un très joli chêne qui est très menacé par l'oïdium, par l'introduction de ce parasite. Alors, après ça, les gens ont l'impression qu'une forêt est quelque chose de stable. C'est immuable. Et c'est entièrement faux. C'est quelque chose de très dynamique. La végétation d'une forêt évolue en permanence et on va voir différents exemples. Alors déjà, pour comprendre ça, dans la colonne de gauche, on a la végétation potentielle des plaines de France. Donc globalement, dans les plaines de France, c'est une haie très chaînée. Bon, il y a différents types. Mais on va observer des forêts différentes. C'est ce qu'on appelle des sylvofaciès. Donc on peut avoir des forêts semi-naturelles, les hêtraies, par exemple les belles hêtraies normandes, c'est un travail de l'homme. Les très belles chênaies que l'on a en France, comme Bercé, Blois, Rénovaldieu, etc., c'est aussi le fait de main d'homme. Et puis après ça, on peut y voir d'autres formations, comme les charmets en taille. Puis on peut avoir aussi des phases pionnières, comme avec des bouleaux, des paliers de chêne pédonculés, etc. On peut avoir aussi des plantations, comme les plantations de Douglas. Alors pour le plateau landais, la forêt potentielle, c'est une chênaie. Et on va avoir différents types. Alors ça peut être des futaies de chênaie, c'est très rare, mais il y en a un tout petit peu chez nous. On peut avoir des phases pionnières avec des bouleaux, des taillis de chêne, et puis la grosse majorité, ce sont des plantations de pins maritimes. Donc là, on voit le travail fait par l'homme et le changement du paysage qu'a entraîné l'homme. Alors, je vous ai parlé que la forêt est dynamique. Donc, ça veut dire que les espèces vont s'installer dans cette dynamique et on va avoir des espèces qui vont coloniser les milieux ouverts. Ce sont des espèces pionnières. Alors, dans ces espèces pionnières, il y a par exemple les bouleaux, les saules, les peupliers. Et donc, ces arbres ont des capacités de dispersion des graines très fortes. Ils ont des adaptations à être ensoleillés de manière forte. Les couleurs, par exemple, les écorces sont souvent claires, c'est de manière à refléter la lumière. Par exemple, l'écorce de bouleau, c'est vraiment typique. Donc, les espèces pionnières. Ces espèces vont préparer une ambiance forestière, les sols, etc. Et elles vont être remplacées petit à petit par des espèces dites post-pionnières. Et ce sont des espèces qui ont des croissances quand même plus lentes. C'est comme
les chênes, les érables, beaucoup de pins, les frênes, les tilleuls, etc. Et puis, on va évoluer petit à petit vers des forêts matures, et à ce moment-là, on va avoir des dryades. Et donc, des dryades, c'est le hêtre, le sapin, par exemple, en montagne, les épicéas communs, l'if, etc. Donc ça, c'est des espèces liées aux forêts très matures. Donc là, on voit qu'on a des espèces adaptées à différents stades de la forêt. Alors maintenant, on va voyager un petit peu dans le monde et voir justement ces dynamiques dans des forêts primaires, des forêts qui n'ont pas été touchées par l'homme. Donc on va aller à un endroit, je vous recommande d'y aller un jour, c'est le Yellowstone, c'est extraordinaire. Et là, vous avez une forêt primaire formidable. Et elle marche avec un système en catastrophe avec les incendies. Les incendies sont un processus normal dans cette forêt. Donc, on a une colonisation par des pins tordus. Donc, si vous voulez, c'est la première case. Donc, dans l'âge de 10 à 40 ans, de 0 à 40 ans, on a le pin tordu qui s'installe après un incendie, qui fait des peuplements extrêmement denses, qui vieillit, et vers 150 ans, donc c'est le LP2, là au milieu, on voit qu'il y a des arbres qui apparaissent dans le sous-bois. Et à ce moment-là, ce sont des épicéas d'Angelman, c'est des sapins lasiocarpes, qui petit à petit vont prendre la place, vont éliminer les pins tordus et faire ce peuplement. Là, on a une accumulation de matière combustible énorme. Il suffit d'un orage, et il y a des orages spectaculaires au Yellowstone, c'est vraiment très très étonnant. Et ça met le feu, et on a un incendie, tout brûle, et on recommence à zéro. Donc je vais vous montrer quelques photos ramenées de vacances du Yellowstone. Donc en haut à gauche, on voit ces pins tordus ou pins de muret après un incendie. La deuxième photo, vous voyez ces pins qui ont brûlé et cette régénération très très dense de pins de muret. Là, ensuite, la troisième photo, on est sous les pins de muret et on voit là à la fois des épicéas d'Angelman et des sapins lasiocarpes qui s'installent. C'est le petit arbre bleuté au milieu, par exemple. Là, c'est un épicéa d'Angelman. Et puis, à droite, on a cette forêt mature qui, un jour, va brûler et on va repartir sur un cycle de nouveau. Donc ça, c'est un système par catastrophe. Alors en Europe, on avait clairement ce système-là dans l'est de la Scandinavie. Après ça, on a des cycles en trouées. Donc là, la régénération va se faire dans des petites clairières. Donc là, je vais vous parler de la forêt de Bialowieza. C'est une forêt qui est sur la frontière biélorusse. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai mon fils qui a son premier souvenir dans cette forêt-là, d'enfant, parce qu'à 3 ans, il a rencontré un loup sauvage de tout près. Et donc, c'est son premier souvenir. Ce qui est quand même assez étonnant. Donc, là, les arbres vont vieillir, vont être renversés par un coup de vent, vont faire une trouée. Et dans cette trouée, il va y avoir une régénération. Et de manière surprenante, quand un arbre s'écroule, il n'est pas remplacé par son espèce. C'est d'autres espèces qui le prennent. Et c'est le cycle qu'on voit. Donc, si on prend, par exemple, on part du tilleul, on voit qu'il y a un chablis, c'est-à-dire que des arbres sont renversés. Il va être remplacé par des épicéas. De nouveau, on va avoir un chablis et il va être remplacé par le chêne pédonculé. Quand le chêne pédonculé va s'écrouler, ce sont des tilleuls qui vont se réinstaller. Et on a ce cycle-là sur plusieurs milliers d'années. Alors, je vais vous montrer quelques photos que j'ai ramenées de Bialowieza. Donc, là, à gauche, on voit un peuplement, un mélange de chêne pédonculé, d'épicéas communs et de tilleuls. Donc là, on a carrément les 3 espèces de ce plateau. En bas, on voit un chablis. Vous voyez, c'est un bazar immonde et la régénération se fait là-dedans. Et la régénération se fait très bien malgré une présence de gros animaux très très importantes. Il y a des bisons, des élans, des cerfs, des chevreuils, etc. Et ça fait une forteresse qui fait que les gros animaux y vont pas. Et en plus, comme il y a des grands carnivores comme le lynx et le loup, faut pas s'approcher pour ces grands animaux de ces zones-là parce que ils risquent de se faire manger. Donc, ils évitent totalement les zones de régénération. Et puis à droite, là, on a un peuplement mature, en haut à droite,
de chênes pédonculés qui, quand il y aura un grand coup de vent, sera renversé et sera remplacé par des tilleuls. Alors maintenant, on va aller à un autre endroit. Maintenant, ça serait un petit peu difficile. C'est la forêt de Hopersky, qui est en Russie. Pour les gens qui connaissent un peu la Russie, c'est entre Voronej et Saratov. Et c'est une forêt alluviale. Donc là, on va aller voir une forêt qui, le long d'une rivière, c'est ce qui s'appelle une ripisylve. Alors, c'était quand même une aventure. Là, on me voit au milieu de cette forêt avec mon épouse. Et c'était assez compliqué d'aller dans ces secteurs-là parce que c'était très très isolé. Il faut voir que c'est quand même cette forêt de Hopersky, c'est quand même 400 000 hectares sans aucune piste ni chemin. Donc l'accès c'est en bateau, un peu en 4x4 quand on peut, et puis après ça à pied. Donc voilà le cycle de cette ripisylve. Donc on voit le cycle. Donc on va partir d'un peuplement qui est dans des marécages, donc avec des zones glutineux à gauche, avec des saules, et petit à petit, le milieu, avec la présence de la forêt, va s'assécher. Les frênes communs vont arriver, vont éliminer petit à petit les zones glutineux, le chêne pédonculé va arriver, et puis en fin de cycle, on va avoir les chênes pédonculés en mélange avec différents érables, l'érable plane et l'érable tatar notamment. Tout à l'heure sur la photo, vous aviez des très belles couleurs jaunes, c'était ces érables qui, à l'automne, donnaient ces couleurs très jaunes. Et à ce moment-là, à un moment, il va y avoir une inondation qui va éliminer la forêt, et il va y avoir un grand marécage qui va s'installer, et on va repartir de nouveau avec une phase pionnière, avec des zones glutineuses. Et si on regarde sur une photo satellite de cette forêt, on voit ces mouvements de la rivière. Et c'est pas du tout l'homme qui a fait ça, c'est naturel, c'est les mouvements de la rivière. Quand il y a une grande crue, vous voyez, on voit cette grande anse. Un jour, la rivière va couper là, et cette grande anse, cette espèce de hue, va se combler et va se coloniser petit à petit. Et on voit les traces des différents stades de développement de la forêt avec ces différentes crues. Et là, voilà, on voit vraiment comment une rivière sauvage fonctionne en Europe. On n'a plus du tout ça en France parce qu'on les a canalisés ou chenalisés et on les a contraints à ne pas bouger en permanence. Alors, j'ai essayé de trouver le cycle qu'il pouvait y avoir ici. C'est assez compliqué et il n'y a pas de publication scientifique et il va falloir que l'on retrouve qu'il y a vraiment un travail à faire ici. Alors, au niveau des histoires des incendies, ici, sur l'axe des X, donc à l'horizontale, on a en milliers d'années l'histoire, le temps, donc de 50 000 ans à aujourd'hui, et après ça, en bleu, sur l'axe des Y, vertical, c'est la présence de charbon de bois. Donc ça nous donne un historique des incendies. Donc vous voyez, vers 50 000 ans, on a eu quelques incendies, vers 43 000 aussi, vers 33 000, très très peu d'incendies. On commence à voir des incendies il y a 10 000 ans, et donc les incendies commencent un petit peu après l'arrivée des arbres. Mais ce n'est pas des incendies très très violents. Quand on regarde vers 5000 ans, là c'est le début de l'anthropisation de la forêt. L'homme commence à modifier la forêt et on voit qu'on a un pic de forêt et avec le début de la déforestation, là on a vraiment déjà une période d'incendie. Après ça, les incendies diminuent notamment parce qu'il y a moins d'arbres et puis repartent depuis à peu près 1000 ans et on a régulièrement des incendies forts depuis 1000 ans. Donc si vous voulez, l'arrivée des incendies ici est fort, c'est vraiment lié à la présence de l'homme. Avant que l'homme soit présent, il y avait un peu d'incendie, mais c'était pas très fréquent. Donc ça, c'est un travail que j'ai piloté dans la vallée du Ciron. Alors après ça, dans
la forêt change, mais aussi parce que l'homme la travaille maintenant. Donc vous avez différents cycles sylviculturaux, donc c'est les traitements, donc le taillis, donc là on coupe tous les 30 ans tous les arbres pour notamment du bois de chauffage, et les souches émettent des drageons, et ça régénère notamment par grason au niveau des souches. Alors c'était un traitement très utilisé ici sur les zones de feuillute, où tous les zones de feuillute ici, c'est d'anciens taillis vieillis, et j'ai pas vu encore de futaie sur souche de manière sûre ici. Après ça, il y avait quelque chose un peu différent avec les taillis sous futaie, où on faisait à la fois de la production du bois de chauffage et une coupe tous les 30 ans du taillis, et on conservait quelques arbres pour faire du bois d'œuvre. Donc ça, c'était le taillis sous futaie. Et puis, après ça, il y a la futaie, où tous les arbres ont le même âge et sont issus de graines. Et ça, c'est dans ces types de forêts qu'on fait les bois de plus grande valeur. Alors, il y a des futaies très connues avec les chênes, mais sur le plateau landais, le traitement que l'on a avec les plantations, c'est bien une futaie. C'est un cas particulier de futaie, mais c'est une futaie. Alors, si on part sur un cycle sylvicultural, on va partir en haut avec la coupe à blanc. Là, on prend l'exemple de la pinède, mais il y a différents cycles sylviculturaux. On va voir les plantations, on va entretenir avec des nettoiements, on va avoir une jeune futée qu'on va éclaircir, on va passer à une futée en amélioration, avec des éclaircies, on va arriver à la futée adulte, et puis de nouveau coupe à blanc, et on repart. Donc on a de nouveau aussi un cycle. Alors, maintenant, on a aussi des dynamiques que l'on appelle linéaires. Par exemple, quand on abandonne un terrain, la forêt va s'installer. Le climat est favorable à la forêt, elle s'installe. Donc on va commencer on va prendre un exemple, qui est le plateau landais. Et donc, en colonisation, on va avoir des espèces pionnières, et principalement le bouleau. Alors le bouleau est devenu rare parce qu'il a été éliminé par la sylviculture du pin maritime, mais c'est le bouleau. Ensuite, ce bouleau va être petit à petit naturellement remplacé par le pin maritime. Si le terrain est assez sec, le chêne tausin va petit à petit prendre sa place, et le chêne tausin petit à petit sera éliminé par le chêne pédonculé. Alors il peut y avoir différents cycles. Par exemple, dans les zones les plus humides, le chêne tausin ne va pas s'installer. Voilà. Donc si vous voulez, ici, si on laisse faire la forêt, si on n'intervient pas, on va aller vers une chênaie, alors qui peut s'arrêter au chêne tausin dans les landes les plus sèches, ou sinon on va faire des chênaies pédonculées, avec le chêne pédonculé. Donc si vous voulez, la forêt naturelle ici, c'est une chênaie. Alors après ça, suivant la sylviculture et l'impact de la sylviculture, on peut avoir différentes structures. Alors si on est dans les grandes plaines françaises, on va avoir principalement des futaies de hêtres si on conduit de manière peu intense. Si on intensifie, on va avoir le chêne Cécile qui prend la place. Après ça, on va quitter, donc la forêt, les grandes forêts de chêne Cécile, c'est lié à l'action de l'homme. On a éliminé le hêtre au profit du chêne Cécile. Après ça, on peut passer dans des taillis sous futaies, alors où il y a encore un petit peu de hêtre du chêne Cécile. Si on tape plus fort, si on fait des interclassés plus intenses, on va avoir plus du chêne Cécile. Si on va encore plus fort, ça va être le chêne pédonculé qui va prendre la place. Et à la fin, on va arriver à des taillis, alors des taillis de tilleul ou de charme. Et si on est vraiment sur on rase tout vraiment très très souvent, là on va être sur des bouleaux, des saules, des choses comme ça. Donc si vous voulez, on voit que suivant l'intensité de la pression de l'homme, on va avoir des structures et des espèces très différentes. Alors maintenant, il y a encore une notion très très importante à comprendre, c'est la biodiversité associée. Donc il faut comprendre qu'un arbre, c'est un écosystème à lui tout seul, c'est vraiment des espèces ingénieurs, et aussi on appelle ça clé de voûte. Et les espèces d'arbres hébergent une biodiversité différente.
Alors ici, on a le nombre d'espèces foliaires. Donc là, j'ai pris une étude assez ancienne, c'est un Britannique, Southwood, qui l'a fait. Et donc on voit le nombre d'espèces d'insectes qu'il a détectées sur 1000 mètres carrés dans des différents types d'arbres. Et on voit qu'en Grande-Bretagne, l'espèce qui a le plus d'insectes, c'est le chêne, ce sont les chênes, avec 284 espèces. On voit que les bouleaux et les saules sont aussi bien placés. Et puis, si on va tout en bas, on voit le houx. C'est coriace, une feuille de houx, je vous ai déjà touché, mais il n'y a pas beaucoup d'insectes qui les mangent. Alors, on voit que les conifères, globalement, ont une biodiversité associée plus faible que les feuillus. Et pour la Grande-Bretagne, vous voyez, il y a trois espèces qui ont une case rose, avec l'épicéa, le mélèze et le sapin. Et dans ces trois cas-là, ce sont des espèces introduites. Et on s'aperçoit que la biodiversité est faible. Donc les espèces exotiques ont une biodiversité faible. Alors pour vous donner un peu l'impact d'une exotique, quand on convertit un peuplement de chênes de chênes indigènes ici en chênes rouges, on diminue par 2000 la diversité bactérienne dans le sol. C'est pour ça que quand vous allez sous un peuplement de chênes rouges, vous avez ce tapis de feuilles parce qu'il n'y a personne pour les manger. Et c'est pour ça que le chêne rouge est très sensible aux incendies. Donc ça, c'est important à savoir, c'est que les espèces exotiques, du fait qu'il n'y a pas la biodiversité associée, on n'a pas introduit la biodiversité associée, eh ben, elles posent des problèmes dans des accumulations de matière organique. Alors après ça, la biodiversité est aussi dynamique. Les peuplements changent. Donc là, j'ai pris une étude sur des oiseaux. Donc, si vous voulez, je prends des études de différents niveaux. Donc ici, on est dans une futée de chênes pédiculés en Bourgogne. Et donc, l'axe des X, c'est l'âge des peuplements. Donc on voit de 1 à 3 ans jusqu'à 150 à 250 ans. Et puis, les courbes, c'est la présence, l'abondance de différents oiseaux. Donc déjà, on voit que dans les stades jeunes, on ne va pas avoir les mêmes espèces que dans les stades tardifs. Par exemple, le bruant jaune va être présent que au début de la forêt. Or que le pic épéchette, lui, arrivera que tardivement. Et on s'aperçoit aussi que les stades âgés ont une biodiversité beaucoup plus élevée que les stades jeunes. Mais c'est une biodiversité différente. Donc ça veut dire que les stades jeunes sont aussi importants. On n'a pas la même biodiversité. Mais ça veut dire aussi qu'il est important d'avoir des révolutions, des âges d'exploitation élevés pour avoir cette biodiversité maximale dans nos forêts. Alors, pourquoi je parle de biodiversité ? C'est bon pour beaucoup de choses. Donc maintenant, on sait que la productivité des forêts est plus élevée quand on a une biodiversité plus élevée. Donc ça, si vous voulez, plus on mélange une forêt, plus elle sera productive. Et là, il y a vraiment toute une série d'études récentes qui le montrent clairement, et quels que soient les écosystèmes, depuis la forêt boréale jusqu'à la forêt tropicale. Et c'est quelque chose qui est quand même démontré depuis très longtemps, ce point-là, parce que Darwin, donc le père de l'origine des espèces, vers 1850, avait fait des travaux d'écologie fonctionnelle. Ça a été un pionnier en beaucoup de domaines, et il avait montré que dans les prairies, plus il y avait d'espèces, plus la prairie était productive. Après ça, plus il y a de biodiversité, plus la résistance et la résilience des forêts est importante. La résistance, c'est quand la forêt se prend un coup, une sécheresse, c'est la manière dont les arbres vont tenir. La résilience, c'est de la manière dont la forêt va récupérer après un coup. Après ça, grâce à la biodiversité, on peut produire plus facilement des produits non bois, comme du miel, des fruits, etc. C'est aussi important pour les différents usages de la forêt. Dans la chasse, plus une forêt va être diversifiée, plus elle sera favorable pour la chasse. Si vous voulez, par exemple, s'il y a des bouleaux, on va avoir un humus plus doux, donc ça sera des milieux plus favorables pour la bécasse. Si on a des chênes, on va avoir une flore beaucoup plus riche, on va avoir les glands, donc on va pouvoir avoir plus de sangliers, plus de chevreuils, etc. Donc si vous voulez, plus on mélange, plus ce sera un milieu favorable pour la chasse.
c'est aussi important pour les paysages. Et puis aussi, le dernier point le plus important, je trouve, et qu'on oublie, c'est le bonheur. On a maintenant, les psychologues de l'environnement ont montré clairement que plus on vivait avec une biodiversité, qu'on est entouré avec une biodiversité élevée, plus on était heureux. Et là, c'est vraiment extrêmement fort et puissant, et c'est vraiment des travaux qui ont au maximum 10 ans. Alors, on va faire une petite pause, et puis on va passer, et là, on va plus essayer de réfléchir comment faire, à partir des connaissances que je vous ai données, comment aborder ce problème de reconstitution de la forêt et voir ce que l'on peut faire plus tard.